Europe 1 matin. Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique ce matin et avec nous aujourd'hui Dominique Régnier, le directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1 et vous allez nous apporter vos lumières ce matin puisque cette question est en suspens également après la tragédie d'Annecy. Va-t-elle braquer l'opinion publique sur la question migratoire? On a vu que des questions se posaient. Marine Le Pen, l'invité politique d'Europe 1 il y a quelques minutes, en faisait état. Tragédie qui vient percuter l'un des thèmes brûlants de l'actualité. Je ferai référence simplement à ce sondage récent Odoxa Backbone pour le Figaro, montrant que 2/3 des Français se préoccupent de la question de l'immigration. Il se trouve que la Fondapol, Dominique Régnier, a consacré plusieurs notes récemment sur les différentes stratégies migratoires des États européens. Alors notamment sur le Danemark, dont on va parler, mais en l'occurrence aussi sur la Suède. Peut-être commençons par là, Dominique Régnier, puisque la Suède, c'est dans ce pays que Abdalmasih Hanoun, donc l'assaillant d'Annecy, avait trouvé refuge et il en venait, semble-t-il. Il était venu en France parce qu'il n'avait pas pu obtenir la nationalité suédoise. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de la Suède et de l'immigration? Commençons par là, c'est un vaste sujet. Non, c'est un vaste sujet, mais c'est très intéressant de commencer par la Suède, pays qui ressemble beaucoup au Danemark, mais dont la politique d'immigration depuis 20 ans est radicalement opposée. En gros, la Suède est un pays qui ressemble à ce que fait la France. Beaucoup de générosité, beaucoup d'accueil, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'efforts pour l'intégration. C'est un exemple, et la Suède, je veux le préciser, n'est pas un pays qui a un passé colonial. C'est un exemple d'explosion sur 20 ans de la part de la population issue de l'immigration dans un pays très homogène historiquement. Et c'est un échec total. Total. Vous dites que c'est un cas, la note dit c'est un peu un cas extrême en Europe, puisqu'en 20 ans, la part de l'immigration non occidentale passe de 2 à 15% de la population. Ouais. C'est un choc. Oui, même 20 aujourd'hui, et c'est un choc. Sauf si on a le temps de développer un peu, mais en quelques mots, c'est un choc parce qu'il y a 20 ans, les Suédois considéraient que le contre-exemple, c'était la France. Et ce qu'il fallait éviter, c'est de devenir comme les Français en matière d'immigration. C'est-à-dire le chaos. 2005, les Suédois ont été très marqués par les émeutes en banlieue. Les émeutes en banlieue. Ouais. Ça les a vraiment traumatisés. L'échec de l'intégration. L'échec de l'intégration. Le fait qu'en réalité, malheureusement, les années passant et les efforts faits ne servent à rien. Alors on expliquait ça toujours par le passé colonial français. C'est pour ça que le cas de la Suède est intéressant. Même si on n'a jamais colonisé l'Afghanistan, il y a beaucoup d'Afghans en France. C'est un des pays qui fournit le plus de candidats à l'asile en France. Donc tout ça n'est pas très cohérent dans le détail, mais enfin, dans la réalité, je dirais, on le voit très bien, les Suédois voulaient ne pas nous ressembler, et au fond, c'est ce qui leur est arrivé, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, parce qu'il faut bien imaginer que les Suédois, ce grand pays social-démocrate, a dépensé beaucoup d'argent pour chaque arrivant, pour la scolarisation, etc. etc. Le résultat, c'est que le Parti social-démocrate suédois, qui depuis 100 ans domine ce pays, 100 ans, a été défait par une majorité défaite qui se compose de la droite et du Parti populiste, les démocrates de Suède, qui désormais sont en train de mettre en place une politique qui va ressembler à celle du Danemark. Le Danemark qui, lui, est gouverné par des sociodémocrates. Alors, ce qui est intéressant, alors dans cette note, vous présentez la Suède comme une superpuissance morale, mais battue moralement, finalement. Et alors, vous expliquez la mentalité suédoise. Vous dites, le Suédois, c'est plutôt un individualiste. Il a une grande confiance vis-à-vis de l'État et il continue d'avoir un grand respect pour la différence. Mais quels effets, par-delà ce discours qui est un petit peu caricatural, si je puis dire, sur les Suédois, quels effets cette augmentation massive de la part de l'immigration non européenne a produit sur la société suédoise? Oui, je ne crois pas que ce soit caricatural d'ailleurs, parce que c'est vraiment une description correcte de ce que sont les Suédois, de ce qu'ils étaient avant de mesurer que ça ne marche pas. La superpuissance morale, ça signifie qu'ils ont imaginé pouvoir
réussir les politiques migratoires en conjuguant les besoins économiques, la main-d'œuvre pour eux, et un rôle de bienveillance internationale. Est convaincu que l'expression d'une bonne volonté et de sentiments très généreux attirerait la compréhension et l'intégration des arrivants. C'est le contraire qui s'est passé. Je ne dis pas que la cause est l'intention bienveillante des Suédois, mais c'est le contraire qui s'est passé. Oui. Et il y a en Suède maintenant des quartiers totalement séparés où des mafias, c'est très impressionnant quand on voit l'étude, des mafias se sont installées, des guerres entre gangs ont lieu. Alors on peut dire oui, ça on connaît, oui, mais on ne connaît pas partout en Europe. En France, oui, et en Suède aussi. Et par exemple, la Suède est un des pays d'Europe où se pratique le plus l'attaque à la grenade. On croit rêver, mais c'est une des réalités de la Suède. Et les Suédois, moi je leur fais ce reproche, ont une grande difficulté à dire leurs problèmes, y compris entre eux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas en parler plutôt que de reconnaître qu'ils ont échoué. Est-ce que c'est un point commun avec la France, ça, Dominique Régnier ? C'est un point commun avec la France, absolument, et en particulier cet aspect, qui chez nous est très ancien, cet aspect de prétention morale. Oui. Et j'ai tendance à dire que nous n'avons pas de politique d'immigration en France, parce que nous avons une politique qui est principalement désormais humanitaire. Alors, attendez, je vais reprendre ce que vous venez de dire, parce que vous dites on n'a pas en France de politique d'immigration, Non. alors qu'on a des débats sans fin sur le projet de loi d'immigration, qui a presque 30 lois en 40 ans. Absolument. Et vous dites qu'il n'y a pas de politique Il n'y a d'immigration ? pas de politique d'immigration en France. C'est-à-dire que c'est fait de briques et de broc. On bricole, on réajuste, on pose une rustine qui généralement ne tient pas longtemps. Oui. C'est-à-dire en fait on n'a pas d'objectif. On n'a pas de stratégie. Oui. Et notamment, Dimitri Pavlenko, on n'a pas de stratégie. Quel est l'intérêt de l'État français ? Quel est l'intérêt des Français dans l'immigration ? Il y a un intérêt dans l'immigration. Il faut l'identifier. Il faut nous assurer collectivement, nous, ici, que cet intérêt est servi. C'est le devoir d'un État, c'est son obligation fondamentale, je crois dire une chose là très ordinaire, que de se préoccuper de l'intérêt de sa population, en particulier sur son territoire. Alors justement, je prends l'exemple suédois, parce que vous avez dit tout à l'heure, danois, pardon. Vous avez dit les Suédois sont arrivés petit à petit aux mêmes conclusions que les Danois. Et les Danois, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous sommes un petit pays, 5 ou 10 millions d'habitants, il y a des milliards de pauvres sur Terre, on ne peut pas avoir une immigration illimitée si on veut protéger les salaires et la protection sociale danoise. Oui. Alors là, pour le coup, c'est un objectif politique, ça, très clairement. Clair. Et moral. Oui, et moral. Oui. C'est-à-dire que les Danois, d'ailleurs les Danois sont une petite population, mais nous aussi. Nous sommes 70 millions, bien plus nombreux en quelque sorte, mais nous ne pouvons pas servir de producteurs de prestations sociales à ceux qui dans le monde en ont besoin. Hélas, bien plus nombreux que nos possibilités de financement peuvent le permettre. Et donc ce que disent les Suédois, c'est que si nous voulons avoir, les Danois, pardon, c'est que si nous voulons avoir un État-providence généreux, il faut qu'il soit limité. Il faut qu'il soit appliqué dans un pays qui sait fermer les frontières, qui sait les ouvrir pour accueillir quand il le faut. Logiquement, ça devrait être de manière exceptionnelle sur le plan humanitaire, car ce n'est pas la fonction première d'un État que d'avoir une politique humanitaire. Un État n'est pas une ONG, précisément. Et donc, nous devrions avoir, disent les Danois, une politique qui marginalement fait de l'accueil humanitaire, principalement se préoccupe de l'immigration en fonction des besoins du pays d'accueil, ici le Danemark, mais ne doit pas laisser ses ressources économiques et sa générosité sociale se disperser, s'épuiser dans un monde très vaste. Donc c'est pour protéger l'État-providence que les Danois ont mis en place cette politique, mise en place par la droite il y a 20 ans, reprise par la gauche social-démocrate depuis 2015. Et c'est fondamental parce qu'ils sont attachés à une forme d'homogénéité culturelle. Oui, mais est-ce qu'on peut répondre à cette question malgré tout, Dominique Régnier ? Parce que Marine Le Pen, par exemple, tout à l'heure a insisté en disant le problème étant qu'aujourd'hui, une politique volontariste d'un gouvernement français se heurterait inévitablement à l'autorité européenne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est la... Parce qu'elle disait, finalement, le seul moyen de s'en dépêtrer, finalement, ce serait le référendum. Oui, mais ce sont des lignes de fuite.
C'est-à-dire C'est-à-dire que Marine Le Pen a le même discours que tous ceux qui ont gouverné depuis 40 ans. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, je fais ce que je peux, on m'empêche. Bon, à sa décharge, elle n'a jamais gouverné. Hein. Ah ben c'est son avantage. C'est ce qui lui permet de dire qu'elle ferait mieux. Mais ce qu'elle dit est inexact, tout à fait inexact. La plupart des pays de l'Union européenne, on a examiné chacune des politiques, font mieux que nous. Avec les mêmes contraintes. Les mêmes contraintes. Et si je prends le les cas... contraintes étant les traités européens. Exactement. Hein. Oui. Ils font beaucoup mieux que nous avec les mêmes contraintes. Notre politique n'étant pas définie à des conséquences désastreuses, qui ne font que multiplier les drames dans lesquels nous sommes depuis hier, et bien sûr il y en aura d'autres. Mais si je prends un exemple, Dimitri Pavlenko, la question, puisque nous avons fait là aussi un travail là-dessus, la question du traité de 1968 franco-algérien. Oui. Qui a la main sur cet accord? Qui peut le dénoncer? Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour le dénoncer? Pas du tout. Non, mais c'est un accord bilatéral. Oui, il suffit que l'État français dise on arrête. Oui. On renégocie tout, on arrête parce que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui retient la France de le faire? C'est pas l'Europe en tout cas. Vous voyez, donc là, les Français le veulent. Nous en avons besoin de faire cesser cette politique qui est en réalité une espèce de politique du fait accompli. Oui. Mais prenons un exemple très concret, parce qu'effectivement, vous avez fait une sorte de, j'aime pas trop le terme, de benchmark, c'est-à-dire vous avez, c'est ça, oui, vous c'est avez l'idée, comparé, on a passé en revue. Vous avez passé en revue les politiques migratoires des États européens. Bon, on en arrive à la conclusion suivante, c'est que la France, effectivement, fait preuve de davantage de générosité, que ce soit dans les durées d'accueil, dans la tolérance dans les procédures, la fermeté ou non au moment de la nécessité de renvoyer un individu. La France ne le fait généralement pas, le niveau de prestation, etc., etc. Mais on constate quand même que les pays qui sont beaucoup plus fermes sur le plan migratoire, ou ceux qui ne veulent pas du droit d'asile, en l'occurrence, parce qu'il faut distinguer immigration et droit d'asile, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Si on prend les Hongrois, par exemple, qui ont une immigration de travail dans leur pays, mais qui refusent le droit d'asile, ils le font au prix d'affrontements incessants avec les autorités européennes. Et le cas du Danemark, on en parlait tout à l'heure avec Marine Le Pen, c'est qu'ils n'ont pas signé le traité de Maastricht en 92. Ils l'ont ratifié. Donc il faut aller au conflit permanent. C'est le conflit permanent. Non, ils l'ont ratifié. Ils ont négocié un aménagement, oui. mais ils l'ont ratifié. Le fameux opt-out sur la politique migratoire. Et en plus, ils l'ont ratifié par référendum. Donc, il y a bien sûr, entre les différents États européens, une discussion à avoir au niveau des États, mais quand même, personne ne nous fera croire que les Européens divergent. Je parle des Européens, de nous tous. Nous ne divergeons pas sur le fait que l'immigration pose un problème parce qu'elle n'est pas régulée ou mal régulée ou qu'elle préoccupe parce qu'il n'y a pas d'intégration suffisante. Là, les pays, du point de vue de l'opinion, ne se distinguent pas. Mais vous sentez un changement de ton, globalement, Dominique Régnier, depuis quelques années sur la question migratoire. Dans l'opinion ? Alors, peut-être pas dans l'opinion publique française, mais au niveau des autorités européennes. Oui, il y a un changement parce que... Ou des États membres. Il y a un changement parce que, écoutez, c'est un problème qui ne fait que se dégrader, que prendre plus d'ampleur. Je suis troublé par ça, Dimitri Pavlenko. Ça fait 20 ans que je regarde ces choses-là. Rien n'a été fait. Oui. Rien. Ça ne fait que se dégrader. C'est quand même fascinant. Et on ne parle pas d'un détail, on parle de frontières. Mais est-ce que c'est de l'impuissance, l'incapacité l'impossibilité d'agir Il y a un défaut mental, politique, psychologique de nos élites nationales et européennes qui ne savent plus, elles ont été désarmées psychologiquement, mentalement, elles ne savent plus défendre des frontières. C'est quand même invraisemblable. Nous sommes dans l'ère de la globalisation, nous allons être la seule partie du monde, la seule, qui ne veut pas avoir de frontières parce que ça la dérange moralement. Mais c'est impossible. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes des États souverains avec un territoire, des frontières. C'est pas quelque chose... ce que je dis là est en train de devenir un langage que l'on va qualifier d'extrême droite. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, mais je ne fais que dire ce que c'est que le devoir fondamental d'un État, son obligation, c'est le contrat social auprès de ceux qui lui font confiance. Donc on ne peut pas en rester dans cette espèce de délitement qui produit des résultats dramatiques comme on le voit sans arrêt. Merci Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Et je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à la lecture effectivement de vos 3 notes consacrées à cette question migratoire sur la Suède, sur le Danemark et cette revue comparée des politiques migratoires européennes. Merci à vous, Dominique Régnier. Bonne journée. 8h05.